Mesdames et messieurs, bonjour, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le Front citoyen Togo Debout organisait en décembre dernier un atelier régional autour du thème « Quelle stratégie pour une démocratie ouest-africaine consolidée ?» Le débat a permis d'évoquer les différents aspects de la gouvernance politique et économique qui minent l'enracinement de la démocratie dans notre espace communautaire et qui peuvent expliquer la recrudescence des coups d'État contre la communauté. Des recommandations ont été formulées à cet effet. Où en sommes-nous avec la mise en application de ces recommandations? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le professeur David Dossé. Il est le premier responsable du Front citoyen Togo Debout. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci de l'invitation et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Douadier, je suis accompagné à la technique par Nestor Glou. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors professeur, je le disais tantôt, vous avez organisé un atelier régional en décembre dernier autour du thème « Quelle stratégie pour une démocratie ouest-africaine consolidée ?» Des recommandations ont été formulées. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Il faut d'abord préciser que cet atelier régional s'inscrit dans le cadre global d'une campagne que nous sommes en train de mener au niveau panafricain. Et cette campagne vise à véritablement consolider la démocratie et améliorer les principes de gouvernance dans la sous-région ouest-africaine. Et donc, comme vous l'avez si bien rappelé, cet atelier de décembre qui a réuni plusieurs personnalités de divers pays, cet atelier a permis de poser un diagnostic à deux niveaux, au niveau politique et au niveau économique. Et ça nous a permis de confirmer, puisqu'on le savait déjà, mais en tout cas ça nous a permis de confirmer et d'avoir encore plus d'éléments pour l'étayer, c'est qu'il y a une véritable crise de gouvernance politique, une véritable crise de gouvernance économique dans notre région. Vous l'avez dit, je vais d'abord parler de la gouvernance économique avec une corruption systémique dans plusieurs pays, le Togo, et je pense que c'est cela qui nous conduit d'ailleurs à appeler la population à un meeting le 1er avril, donc une véritable crise de gouvernance économique. Beaucoup de corruption, beaucoup de faits de corruption. Je me souviens qu'à cet atelier, nous avions le responsable de publier ce que vous payez Gabon, qui nous avait dépeint un tableau vraiment grave et exhaustif de la situation de la corruption dans le secteur minier dans son pays. Voilà, donc de l'argent qui doit permettre de financer une vraie politique économique à l'endroit des communautés. Malheureusement, une bonne partie de cet argent se retrouve dans des poches de personnes. C'est du détournement de fonds publics, c'est extrêmement grave. Cela, bien sûr, ralentit la croissance économique. Cela, bien sûr, vous empêche de pouvoir financer votre politique à l'endroit des populations. Et donc, comme vous l'avez aussi rappelé, il y a eu des recommandations. Mais ces recommandations sont versées dans le cadre global de cette campagne que nous sommes en train de mener. Et cette campagne, nous en parlons, c'est vrai, peut-être que les gens se disent, mais finalement, quand est-ce qu'elle verra vraiment le jour? Elle est en train de s'étoffer, surtout par l'enrôlement de nouveaux acteurs. Il y a plusieurs pôles qui sont en train de travailler avec des objectifs précis, dont un objectif que je ne cesse de marteler, c'est celui qui va nous permettre d'obtenir au niveau de la CEDEAO la réforme du protocole additionnel. Et les derniers échanges sont clairs, il faut que ce protocole, nous puissions obtenir sa réforme dans un délai raisonnable de 12 mois. C'est très court et ça vous permet en tout cas de comprendre qu'il y a des réflexions vraiment très profondes qui sont menées et les actions doivent permettre d'avoir suffisamment de force et d'impact pour que dans un délai de 12 mois, nous puissions obtenir la réforme. Donc ces recommandations, elles existent, elles sont mises dans le cadre global et nous attendons de pouvoir déployer des actions. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore envoyé ces recommandations aux concernés? Disons que si vous pensez par exemple à l'État togolais, non, du tout. Ça n'a pas du tout été un des axes prioritaires de cet atelier.
Les recommandations rejoignent un cadre global de réflexion et c'est de façon globale, au niveau régional, que des actions vont être menées, pas simplement au niveau national. Alors, quand vous avez parlé des aspects économiques et maintenant par rapport aux aspects politiques. Pour ce qui est de la gouvernance politique, les constats sont toujours là, édifiants. Nous avons parlé de restrictions de l'espace civique. Nous avons parlé des élections qui sont malheureusement encore peu transparentes dans notre sous-région, donc une vraie crise de gouvernance politique à côté de la crise de gouvernance économique. Et tout cela ne peut pas nous aider à nous développer. Quoi qu'on dise, nous perdrons encore beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à nous battre sur des questions qui ne sont pas des questions de développement. Je prends mon exemple, j'en suis très conscient, je suis médecin, j'aurais bien aimé mettre toute mon énergie au service de la santé des patients, mais venir parler de troisième mandat, ce qui me paraît totalement évident pourtant, mais je déploie beaucoup d'énergie sur des questions qu'on aurait pu dépasser et nous orienter peut-être vers le développement social, économique de nos pays. Voilà, donc cette crise de gouvernance politique ne favorise pas le développement, je voulais dire. Et donc, un diagnostic également, et le Togo constitue malheureusement, a constitué même au cours de l'atelier, un modèle illustratif négatif lorsqu'on parle de crise de gouvernance politique, avec ce qui s'est passé depuis 2005 jusqu'à ce jour. Voilà, donc cet atelier fut très intéressant. Ceux qui sont intervenus à distance ou en présentiel également ont été des personnalités de très haut niveau. Et je crois que les conclusions sont très intéressantes. Surtout, je me souviens encore de l'intervention de notre collègue du Nigeria, qui nous a, moi qui suis médecin, je ne le savais pas, mais qui nous a rappelé qu'au Royaume-Uni, il y avait une étude qui a été faite sur ceux qui avaient tendance à avoir une longévité au pouvoir. Et en restant très longtemps au pouvoir, on se rend compte qu'on développe une maladie. Je pense que je vais prendre le temps d'étudier ce syndrome. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour en parler à la population. C'est une maladie que je ne connais pas, mais c'est une maladie mentale, semble-t-il, que l'on développe lorsqu'on a tendance à vouloir rester trop longtemps au pouvoir. Et cela a été étudié au Royaume-Uni. Et donc, peut-être que beaucoup de nos dirigeants souffrent de cette maladie sans le savoir. Et cela peut expliquer certaines situations que nous vivons et que nous trouvons totalement incroyables. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment la réalité, ce qu'on voit avec des journalistes qu'on condamne à 3 ans, mais pourquoi? Ils ont tué, ils ont volé, je ne sais pas. Voilà autant de questions qu'on se pose, et peut-être tout simplement que ces dirigeants sont malades et qu'ils ne le savent pas. Alors, professeur, vous prônez la transparence dans la gestion de nos pays. C'est ce qui justifie d'ailleurs le meeting prévu le 1er avril prochain. D'abord, avant d'arriver au préparatif du meeting, beaucoup de gens se demandent aujourd'hui pourquoi encore un meeting, parce que pour eux, ça ne va rien donner. Très bien. Je crois que vous posez la question qui, à mon sens, est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est pourquoi le meeting? Et le deuxième niveau, qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi le meeting? Si vous prenez tous les pays, je crois que le peuple est souverain. Et lorsque le peuple est souverain, il doit pouvoir manifester sa souveraineté. Lorsque le peuple n'est pas d'accord, il doit pouvoir le dire. Prenez tous les pays, les exemples sont là à foison. Les gilets jaunes en France, les grandes révolutions, je cite comme ça pêle-mêle, il y en a marre au Sénégal, balai citoyen au Burkina, etc., etc. Le peuple souverain, à certains moments, doit pouvoir dire « je suis le peuple souverain et je ne suis pas d'accord ». Simplement, ça c'est pour répondre à votre question. Pourquoi le meeting? Et aujourd'hui, il y a une situation qui, de mon point de vue, nécessite que le peuple exprime justement sa souveraineté, son indignation et son mécontentement. C'est cette situation où, pendant une crise sanitaire qui a causé d'innombrables dégâts, je ne vais pas revenir là-dessus, les décès, le chômage, etc., etc., d'innombrables dégâts pour la nation togolaise, qu'on prenne l'argent du contribuable, ce qui est normal, pour essayer de sauvegarder notre nation. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe, mais que d'autres profitent de cette situation pour s'enrichir impunément. On prend de l'argent du contribuable, on prend l'argent de la nation, on prend l'argent du peuple, on s'en met plein les poches, et on se dit, le peuple n'a même pas le droit de protester. Il
faut que le peuple accepte cette situation parce que nous sommes les plus forts. Donc, pourquoi le meeting? Il faut que le peuple dise non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'est-ce que ça va donner? C'est vrai que beaucoup vont se dire, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Parce que dans ce pays, on va manifester, ça ne va rien changer. Je ne suis pas d'accord. Il est important que l'on puisse d'abord exprimer son indignation quand le moment survient. Si vous prenez l'exemple des Gilets jaunes que j'ai donné, les Gilets jaunes ont manifesté pendant des mois dans un pays démocratique. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient eu gain de cause. Mais l'histoire retiendra leur action. Et donc, il est important que le samedi 1er avril, vous savez, ce meeting, j'ai failli proposer qu'on le baptise meeting de l'engagement ou meeting de la vérité. Et que chacun se pose la question de savoir, moi qui suis là, assis dans ma chambre, qui passe mon temps à ruminer contre ces faits de gouvernance qui sont totalement iniques et inacceptables, on me donne l'occasion d'aller m'exprimer pacifiquement et publiquement pour dire simplement que je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma chambre à continuer de ruminer ou je saisis cette occasion pour exprimer mon mécontentement? Je n'ai pas dit que ça va donner quelque chose, mais c'est simplement cette première étape qui est importante. Et donc, nous, notre invitation aujourd'hui, c'est de dire au peuple togolais que nous vous offrons cette opportunité. Venez dire votre mécontentement. Ne vous demandez pas qu'est-ce que ça va donner. Marquez l'histoire. Soyons des milliers, des dizaines de milliers à dire au pouvoir togolais et à dire au premier citoyen qui est le chef de l'État que nous attendons de lui qu'il prenne ses responsabilités. Je crois qu'il y a eu plusieurs messages dans ce sens, demandant au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Nous ne l'avons pas encore entendu, mais je crois qu'il est important que ça ne soit pas une organisation qui le dise, que ça ne soit pas 10 organisations qui le disent, mais que ce soit des milliers de Togolais qui disent pacifiquement au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, vous avez été élu pour régler des problèmes, et là c'est un problème important. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités face à la nation et de régler cette affaire, qu'il n'y ait plus l'impunité dans les crimes aussi graves. Donc le deuxième niveau, est-ce que ça va donner quelque chose? C'est vraiment le deuxième niveau et ça reste, comment dire, du domaine de la spéculation. Si nous sommes nombreux, c'est sûr que ça va faire pression sur la justice, sur le chef de l'État, etc., etc. Mais c'est un autre niveau. Le premier niveau, il faut d'abord qu'on réponde à cette exigence. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, où en sommes-nous aujourd'hui par rapport aux préparatifs? Très bien. Alors, donc voilà, je suis aujourd'hui sur Nana FM pour en parler. Nous sommes justement nous sommes à 2 semaines pratiquement de l'événement. Donc, nous allons crescendo et progressivement, déjà à partir de cette semaine, nous allons essayer d'investir au maximum les radios. Aujourd'hui, nous sommes à Nana FM. Demain, il y a encore une autre émission sur une autre radio. Et surtout, plusieurs figures vont s'exprimer. Et pour nous, c'est important. Même si c'est vrai que c'est le Front Citoyen Togo Debout qui lance l'initiative, je le précise ici, nous ne voulons pas que ce soit une propriété privée du Front Citoyen Togo Debout. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de capital. À partir de cet instant, notre souhait, c'est que toute organisation, qu'elle soit politique ou non politique, qui se sent concernée par cet appel, a le droit, j'ai failli dire le devoir, d'appeler ses sympathisants ou ses militants à participer. C'est vraiment une sortie citoyenne, c'est une manifestation citoyenne et tous les citoyens togolais ont le droit d'appeler leurs militants ou leurs sympathisants à participer. Ce qui veut dire que s'il y a un responsable d'un parti politique qui estime qu'il peut également, il doit participer à cette manifestation, il a le droit de faire une sortie ou de demander à ses militants de participer. Quelqu'un qui est membre d'une organisation de la société civile, qui estime que cet appel du 1er avril le concerne également, a totalement le droit. Et même un citoyen qui n'est membre d'aucune organisation, je l'ai dit, pour nous c'est vraiment le meeting de l'engagement de la vérité, qui estime que face à sa nation, il a une responsabilité historique qui est de dire au premier responsable de ce pays, au premier citoyen, que trop c'est trop. Parce que là, franchement, excusez-moi, on a le sentiment que nous avons atteint un niveau jamais inégalé en termes de corruption et de manque de moralité au regard de la crise que nous avons traversée. Donc, tout citoyen qui n'est membre d'aucune organisation politique ou de la société civile, mais qui estime que cet appel le concerne, parce que c'est un appel par rapport à sa nation, par rapport au devenir de sa nation,
ce citoyen a le droit de venir, et même de venir avec des membres de sa famille, de venir avec des amis, de venir avec des connaissances, de venir avec son entourage. C'est vraiment un meeting ouvert, et ce n'est plus le Front citoyen Togo Debout qui est devant, mais c'est le citoyen togolais. Et ce meeting va nous permettre justement de donner la parole aux citoyens lambda. Et chacun dira ce qu'il a perçu par rapport à ce rapport de la Cour des comptes. Chacun dira comment il a vécu cette période difficile de semi-confinement, où les gens vivent au jour le jour. Mais vous imaginez, vous vivez au jour le jour, et du jour au lendemain, on vous dit, vous ne pouvez plus aller au marché, vous ne pouvez plus vendre. Comment est-ce que vous voulez que ces personnes puissent faire vivre leur famille? Donc voilà des situations extrêmement difficiles que beaucoup de Togolais ont vécu, ont traversé, et nous allons leur donner l'occasion justement ce jour-là de venir parler et de venir s'exprimer. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, je pense que c'est vous avez félicitations, l'initiative. Le peuple togolais, il veut empêcher le pas. Le Togo est couru. Je pense que le rapport de la Cour constitutionnelle, je le répète, c'est même que la confirmation, c'est que le chef de l'État a dit qu'il y a une volonté pour s'attaquer à la chaîne du pays. Je pense que le pays ne s'arrête pas à l'ONU. Jusqu'à l'intérieur, on doit attendre votre voix, de vos voix. Et nous sommes derrière vous. Nous serons présents. Nous allons mobiliser la population. Arriver le 1er avril à ce niveau. Et que ce soit à Capital, à n'importe où, le peuple doit être là. Mais la proposition que moi j'ai faite, c'est simple. Nous allons prochainement, cette dossier à l'Assemblée nationale, nous devons venir de notre carte d'identité pour assister tout ce qui se passe à la Cour cette famille. Professeur, il faut prendre cette initiative-là pour qu'on le fasse. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité sur ces deux numéros. Alors, professeur, avant que d'autres auditeurs n'appellent, quand Pélé vous demande qu'il ne faut pas que la sensibilisation s'arrête seulement à Lomé, mais il faut aller jusqu'à l'intérieur du pays. Est-ce que dans le chronogramme de cette sensibilisation, est-ce que vous avez prévu des meetings à l'intérieur du pays également? Tout à fait. En fait, nous l'avons dit, pour nous, ce meeting du 1er avril... Ok, allez-y, allez-y. Alors, ce meeting du 1er avril, ce sera une espèce de test, si vous voulez. Mais il est important, comme il a dit, le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Il est important qu'au-delà de Lomé, nous puissions organiser également cette rencontre citoyenne dans d'autres localités, afin que tous les Togolais se sentent vraiment concernés et comprennent qu'il est possible d'exprimer notre souveraineté et d'obtenir gain de cause dans cette affaire. La justice doit se saisir de cette affaire. Le premier citoyen togolais doit également prendre ses responsabilités pour que, tout simplement, chaque responsabilité soit située. Et s'il y a des sanctions à prendre, qu'on les prenne. C'est tout aussi simple que ça. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, le grand Canautor, en étant même pas Javier. Bonjour à tous les invités. Bonjour, le grand professeur de faire notre fils digne. Bonjour, papa. Papa Sibiti, il faut continuer. Bonjour, papa Sibiti, alors. Voilà, il y a beaucoup de papas. Tout à fait. Quand je vous écoute, je suis vraiment content. Vous savez, vous avez parlé des réformes. Je suis d'accord avec vous. Mais la démocratie, pourquoi moi je ne suis pas d'accord? Nous étions démocrates avant l'avènement. Parce que quand vous entendez même les dynamiques, démocratie qui vous sont bananiens. Non. Il y a Tommy le Kengori. Excusez-moi de parler de ça. Donc, s'il y a quelque chose maintenant, je suis devant vous, malgré votre titre, vous allez dire, papa, il faut choisir d'abord. Vous voulez écouter votre mot. Quand le chef veut traiter, c'est les femmes qui traitent. Et quand il a fini, on l'appelle. On lui demande moi, il demande pour moi. Oh, mais
c'est vous qui avez raison. C'est pas moi qui l'ai sérieux. Troisièmement, professeur, vous êtes un éminent fils de ce pays, le Togo, et vous agissez. Ma patron de Togo a dit, on a dignité de la pétriment. Le président de la République, aujourd'hui, nous savons, vous pouvez l'insulter, on ne vous fera rien. Sinon, avant que vous ne sortiez de cette radio, les gens vont vous barricader. Il est là. Faites tout pour cette affaire de Cour des comptes. Allez le voir, président, vous venez de dire qu'il est responsable. Président, il y a ceci qui se passe, il y a ceci qui se passe. Quel est votre point de vue? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Papa Sibiti. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadido Gomé, bonjour. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bon, 1er avril. Oui. Professeur, j'espère que ce n'est pas un poisson d'avril. Donc, ça, c'est pour introduire. Maintenant, ma première préoccupation, les effets des meetings. Les meetings ont des effets. C'est pourquoi on fait tout pour les empêcher. Si cela n'avait aucun effet, on les laisserait. Donc, nous devons continuer de dénoncer à travers les meetings. Car il y a un adage en latin qui dit ex nihilo nihil. On dit que rien ne vient de rien. Quand vous ne faites rien, n'attendez rien. Donc nous devons continuer par agir. Deuxièmement, le vrai problème du Togo, on peut dire que la corruption est partout dans le monde, mais le vrai problème, c'est le problème d'alternance qui ne se fait pas. Et souvent, nous indexons l'armée. On dit que c'est l'armée qui soutient le gouvernement et cela se répète. Non, pour moi, ce n'est pas l'armée. Il y a au sein de l'armée une milice qui a fabriqué cette armée togolaise-là. C'est ça. Donc, moi, ma question au professeur, comment devons-nous nous prendre pour démanteler cette milice qui est dans l'armée togolaise? Une fois que cette milice sera démantelée, tout va rentrer dans l'ordre. Comment devons-nous nous en prendre? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame ici, bonjour. Ça va marcher aujourd'hui. Oui, vraiment. Voilà, ça a tout l'air là. Oui. Et docteur, c'est le millionième appel du 1er avril et c'est un recommencement sans fin. Et tout ça parce que les gens ont transformé la République en leur épicerie et jouissent allègrement qu'ils ne veulent plus s'en défaire. C'est devenu leur épicerie et leur fonds de commerce. Et c'est pas normal, c'est pas bon dans une république. Et puis, les détournements massifs, comme ça devient une épicerie, les détournements massifs, tous azimuts, le bilan du PCR, on n'a jamais rien eu. L'état de la nation, les passeports qu'on nous fait à 30 000 au lieu de 5 000 pour 10 ans. La carte d'identité, tout ça là, le payage, on a crime, ça pullule. Et puis on est appauvri, on n'a rien, on n'a pas de travail, mais les gens sont sans cœur. Et ils nous gouvernent aussi. Que faut-il faire? Nos institutions aussi sont plombées. Et puis on est tous dedans. Que faut-il faire? Merci. Les gens refusent d'alterner. Merci beaucoup à Madame ici. 91 09 71 71. On prend le tout dernier auditeur s'il y en a. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est toujours là. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Gado. Monsieur Gado, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Oui, allez-y. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Gado. Bon, professeur, vous savez, moi je vois que la population a vraiment donné. Trop donné. Et les chefs de l'opposition nous ont déçus. Et c'est pour en sortir.
L'élite nationale, même les gens qui sont à la tête de l'opposition ne sont pas suivis. Moi, je vous dis la vérité, ils ne sont pas suivis. Combien de manifestations n'ont pas fait dans ce pays, professeur? Expliquez-nous comment vous allez sortir de l'alternance dans la fête. Merci. Merci à vous aussi. Alors, professeur, on va continuer avec la seconde partie de la question de PD, qui pense qu'il faut que toute la population se rende à l'Assemblée nationale lors des plénières, alors, avec leur carte d'identité, pour dénoncer tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous voulez faire lors de ce meeting. Je crois que c'est une proposition intéressante. Et dans son intervention, il a d'abord souhaité que les populations soient présentes le 1er avril au meeting. C'est un appel, et je le remercie pour cet appel. Et comme autre action, il a proposé que nous puissions également aller vers le Parlement. Et j'avoue qu'on n'y avait pas pensé, mais pourquoi pas. On peut effectivement réfléchir à une stratégie qui vise le Parlement et peut-être pour obliger le Parlement également à prendre ses responsabilités. Parce qu'avoir offert le micro pendant quelques minutes au ministre, comme on l'a vu la fois dernière, c'était bien, mais de mon point de vue, c'est assez insuffisant et il faut davantage de la part des parlementaires. Alors, Papa Sibisi qui pense qu'il faut tout faire dans la paix et il faut approcher le chef de l'État à un moment donné et lui révéler les insuffisances que vous avez constatées. Une chose importante, je crois, pour nous, c'est d'aller méthodiquement. La première chose, c'est de démontrer que ce n'est pas le professeur Dosset, ce n'est pas le Front Citoyen Togo Debout, ce ne sont pas les 12 ou 13 organisations qui ont appelé au meeting du 1er avril qui sont les seuls concernés. Et que l'ensemble de cette population se sent indignée et la majorité des Togolais aujourd'hui souhaitent obtenir gain de cause par rapport à cette affaire de Covid-Gate. Et donc, si nous sommes des dizaines de milliers, pour ne pas dire plus, le 1er avril, vous imaginez que nous, ça nous donne vraiment toute la possibilité après d'aller vers toute institution nationale. Pour nous, la présidence de la République, c'est une institution nationale, pour dire, écoutez, vous avez vu les Togolais s'indigner, vous avez vu les Togolais exprimer leur mécontentement, donc, légitimement, nous sommes venus vers vous pour vous écouter. Qu'est-ce que vous nous proposez en guise de réponse à ce mécontentement exprimé par les Togolais? Et donc, il est vraiment important aujourd'hui que tout le monde comprenne le niveau de responsabilité. Si nous sommes 100 ou 200 le 1er avril, nous prendrons acte. Mais après, qu'on ne vienne pas dire que les organisations de la société civile n'ont rien fait, qu'on ne vienne pas dire que les partis politiques sont corrompus, etc., etc. Nous estimerons alors que les Togolais sont totalement d'accord par rapport à cette situation que nous ne cessons de dénoncer. Mais voilà, si les Togolais sont d'accord, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Alors, Mas Dadido Gomé qui pense que ça ne sera pas un poisson d'avril. Non, certainement pas. Ça tombe bien sûr un 1er avril, mais ce ne sera pas un poisson d'avril. Et j'espère que les Togolais également ont pris conscience du fait que ça ne doit pas être un poisson d'avril. Et ils pensent également que les meetings ont des effets, c'est pourquoi on fait tout pour les empêcher. C'est ce qui revient à ma dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'aval des autorités? Nous n'avons pas encore eu une réponse, mais ça ne nous empêche pas d'évoluer dans notre stratégie et j'espère que l'autorité administrative qui a pour habitude de s'opposer en s'appuyant sur des motifs totalement fallacieux à toute sortie du Front Citoyen Togo Debout ou à toute sortie d'organisations citoyennes responsables, j'espère que cette autorité prendra la bonne mesure de la situation. Nous sommes en train d'écrire l'histoire et j'espère que cette autorité ne voudra pas encore une fois endosser ce vilain manteau de la personne qui s'oppose à chaque fois. Pour lui, le vrai problème du Togo, c'est l'alternance. Et il pense aujourd'hui qu'il y a une milice au sein de l'armée. Il vous demande comment se prendre pour démanteler cette milice. Pour nous, en fait, lorsqu'on évoque la question de la gouvernance au Togo, la question de la gouvernance politique, nous évoquons plutôt cette oligarchie militaro-civile. Nous avons totalement conscience que dans cette minorité qui vraiment a accaparé les richesses de ce pays, vous avez des militaires, mais vous avez également des personnalités qui ne sont pas des militaires, qui sont des civils. Donc, c'est ce regroupement de militaires et de civils qui constitue cette minorité dénoncée par le chef de l'État, qui continue de se servir, je vais utiliser les termes de Madame Essi, comme si c'était dans une épicerie, et qui ne veut pas qu'il y ait de changement de système, justement.
Je pense que, je suis désolé de le dire, mais ce n'est peut-être pas sur cette antenne que nous allons développer comment est-ce qu'il faut faire pour démanteler cette oligarchie militaro-civile. Mais bien sûr, il faut mettre en place des stratégies. Ces stratégies, de mon point de vue, ne sont pas simplement nationales d'ailleurs. Il va falloir agir sur des leviers en dehors de la nation togolaise, peut-être au niveau d'institutions régionales, obtenir des résultats et voir comment est-ce que, à partir de ces résultats, on peut impacter la situation au Togo et obtenir des acquis et puis progressivement arriver à éroder les privilèges de cette oligarchie militaro-civile. Je n'ai pas été très dans le détail, très en profondeur, disons, mais je me comprends et j'espère que Papa Gado, non, c'est Monsieur Max qui a posé la question. J'espère qu'il comprend un peu ce que j'ai voulu dire. Alors maintenant, madame, ici qui vous demande que faire devant tout ce problème que le Togolais connaît tous les jours. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Je comprends ce qu'elle dit, c'est une situation inacceptable où l'épicerie est là, certains entrent et ressortent comme ils veulent pendant que le gros de la troupe est dehors, frappe à la porte et n'a pas la possibilité d'entrer, de se servir, de prendre même un morceau de sucre. C'est la situation du Togo. Il ne faut pas baisser les bras. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait des marches, des meetings. Nous avons organisé des colloques, des discussions. Nous sommes allés partout pour en parler. Nous avons le sentiment que ça n'a pas changé. Mais papa, non, c'est pas papa. Madame ici. Mais quelqu'un a rappelé une situation où aujourd'hui nous avons un peu plus la possibilité qu'il y a quelques décennies de nous exprimer. Il y a quelques décennies, on n'avait pas cette possibilité de venir sur Nana FM et de dire un certain nombre de choses. C'était Papa Sibiti. C'était Papa Sibiti. Et je crois que cela représente des acquis qui sont quand même réels par rapport à cette lutte que des générations entières ont menée et par rapport à cette lutte que nous essayons aussi de mener. C'est pour dire que c'est extrêmement difficile. L'aboutissement qui est l'alternance. Moi, je le dis clairement, je me bats pour une alternance démocratique au Togo. Donc, cet aboutissement, c'est vrai qu'on ne l'a pas eu, mais nous avons quand même eu quelques victoires d'étape et nous ne devons pas nous décourager. Si aujourd'hui nous demandons aux populations de ressortir le 1er avril, qu'on ne vienne pas dire non, on a déjà fait des meetings, ça n'a rien donné, donc il ne faut pas sortir. Surtout pas. Prenez les exemples qui sont dans les autres pays. Il y a des pays où ça a marché, il y a des pays où ça n'a pas marché, mais ça n'empêche pas que cet éternel recommencement, qu'on puisse le faire. Il faut de la persévérance et je crois que tôt ou tard, nous allons y parvenir. Papa, M. Gallo qui pense qu'aujourd'hui le Togolais est déçu, est-ce que vous lisez cette déception également sur le visage des gens? Je crois que oui, c'est normal. C'est normal. Vous savez, en 2017, en 2018, nous étions très proches de l'aboutissement. Il faut le reconnaître. Quand vous discutez même avec des gens du parti au pouvoir, beaucoup vous le disent clairement. Qu'à un moment donné, les gens étaient en train de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer puisque l'alternance est inéluctable dans ce Togo. Finalement, le rapport de force a été inversé et je comprends que beaucoup de gens soient déçus que le système de gouvernance n'ait pas changé. Mais déception ne doit pas signifier abattement. Déception doit plutôt signifier retrousser les manches, se lever et se dire mais j'affronte de nouveau la difficulté. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis et je suis convaincu que beaucoup de mes concitoyens également sont prêts à se relever et surtout à ne pas faire de cet endroit où ils sont tombés un endroit éternel où on va s'asseoir. Je pense que les gens sont prêts à se relever pour peu qu'on leur présente peut-être des choses crédibles, des choses qui donnent un peu d'espoir. Et tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que les Togolais puissent accepter ensemble, publiquement et pacifiquement, d'exprimer un mécontentement par rapport à cette corruption systémique que nous connaissons au Togo. Et je rappelle que les chiffres sont là pour le rappeler. Si vous prenez les chiffres, les données mondiales sur la corruption, si vous prenez les chiffres de 2022 de Transparency International, tout le monde s'accorde à dire que le Togo est en zone rouge par rapport à la corruption. Et le chiffre de Transparency est très clair. Nous sommes à 30 sur 100 en 2022. 30 sur 100, c'est extrêmement noir comme chiffre, comparé au Bénin, qui en l'espace de quelques années, quand vous voyez la courbe de la corruption du Bénin, on voit une nette différence entre le Bénin d'il y a 10 ans et le Bénin d'aujourd'hui. Vous prenez le Cap-Vert, ce petit pays dans l'océan Atlantique, ce pays est à 60 sur 100. Quand l'Espagne est à 60 sur 100,
quand les États-Unis sont à 69 sur 100. Ça veut dire que c'est possible. Ce n'est pas parce qu'on est africain qu'on est maudit. Ça veut dire que si on a la volonté politique de parvenir à enrayer la corruption, on peut y parvenir. Donc le Togo est en zone extrêmement dangereuse en termes de corruption et il faut qu'on fasse quelque chose. Alors professeur, quand un auditeur dit qu'aujourd'hui la lutte n'aboutit pas parce que les rassemblements de l'opposition sont mal organisés, il n'y a pas d'objectif bien fixé, vous répondez à quoi? Moi je pense que l'objectif, nous l'avons suffisamment dit. Je ne parle pas des rassemblements antérieurs. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui, vraiment pas totalement d'accord, mais là je donne les objectifs par rapport à ce rassemblement du 1er avril. Nous l'avons dit, c'est de démontrer le niveau de mécontentement du peuple togolais. Si nous sommes 10, si nous sommes 100, nous aurons échoué, il faut le dire clairement. Et donc, l'objectif pour nous, c'est que les Togolais en majorité puissent sortir pour exprimer leur mécontentement par rapport à la corruption systémique. Et donc, c'est le premier objectif. Si nous sortons, ça nous donne la possibilité de faire davantage pression. Puisque ça fait longtemps qu'on parle de cette plainte. Je vous annonce que cette plainte, elle sera déposée cette semaine au niveau du parquet par rapport au rapport de la Cour des comptes. Si nous déposons la plainte et que le 1er avril, 10 Togolais sortent, vous comprenez que le procureur se demandera si vraiment les Togolais se sentent concernés par cette affaire de corruption, par cette affaire de Covid-Gate. Mais si le 1er avril, nous sommes 100 000 à être au meeting, le procureur va se dire, quelles que soient les pressions que je subis de la part de l'autorité, de la part de l'exécutif, il y a une population qui attend quelque chose de ma part. Je suis obligé d'agir. Voici donc les objectifs clairs assignés à ce meeting du 1er avril. Il nous reste pratiquement 2 minutes si vous avez un message à l'endroit de la population. Mon appel est le même. Nous demandons aux Togolais de ne plus rester dans leur chambre pour s'indigner. Nous leur offrons cette possibilité, cette opportunité de s'indigner publiquement et pacifiquement le samedi 1er avril à Kassimé. Ce sera à partir de 14h. Je demande également à toutes les organisations, qu'elles soient politiques ou non politiques, qui se sentent vraiment concernées par cet appel, de demander à leurs sympathisants, à leurs militants de répondre à cet appel du 1er avril. Et même un citoyen qui ne fait partie d'aucune organisation, mais qui a un engagement envers la nation togolaise, a le droit de venir ce jour-là avec des membres de sa famille, avec des connaissances, afin que tous ensemble, nous puissions demander au pouvoir togolais de prendre ses responsabilités, afin que cette fois-ci, il n'y ait plus l'impunité qui accompagne cette affaire de Covid-Gate. Nous disons merci au professeur David Dossé, premier responsable du Front Citoyen Togo Debout. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Fin de ce débat mis en onde par Ernesto Gros. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.